Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette dernière rencontre du festival Formula Bula. Je vous rappelle que ce soir, après la rencontre, nous aurons le vernissage de l'exposition de Blex Bolex dans l'espace expo. Vous êtes conviés à venir boire le verre de l'amitié. Et une petite séance de dédicace aussi aura lieu juste avant. Donc voilà. Je vous laisse entre les mains de nos illustres invités, messieurs Paul Cox et Blex Bolex, pour une rencontre pleine de X, comme vous pouvez le voir, et qui sera animée par le non moins illustre Yacine, ici présent. Voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire, si ce n'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour un petit verre de l'amitié entre camarades, puisque je vous rappelle que nous fêtons la Révolution d'octobre. Au revoir. Merci Raph. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. D'abord, je vais faire une petite présentation sommaire de nos deux invités. Donc, tout d'abord, il y a Paul Cox, donc avec la veste bleue, si vous n'avez jamais vu sa tête. Voilà. Donc, il a commencé sa carrière à la fin des années 80, notamment en publiant des livres jeunesse. Voilà. Il a aussi fait pas mal d'affiches, notamment pour le théâtre, ainsi que des scénographies pour la danse, pas mal aussi. Voilà. Et donc... et en particulier son livre Cox Codex, qu'on peut voir ici, qui est une sorte de auto-monographie. Et il y a une petite rumeur qui même annoncerait un deuxième, mais je crois qu'il vaut mieux pas trop en parler. Et donc, à côté, donc, je fais une présentation rapide, hein, on va développer après. Donc, Blex Bolex, donc, tout en noir, avec des petites lunettes. Donc, lui, il vient de l'underground. Il a commencé vraiment dans l'underground en faisant notamment de la sérigraphie. Ça, c'est assez important dans son parcours, le fait d'imprimer lui-même ses images. Et après, il a fait pas mal de livres jeunesse. Notamment, il s'est illustré chez Albin Michel, collaboration avec Albin Michel qui a donné des très beaux livres. Mais il y a quelques autres beaux livres, notamment chez les Requins-Marteaux et chez Thierry Magnier. Voilà. Et donc, il sort dans peu de temps un livre qui s'appelle donc Nos vacances chez Albin Michel. Et c'est relié évidemment avec l'expo qui est à côté. Donc, on va commencer par parler un petit peu de l'expo. On va faire une petite connexion avec l'expo que je vous engage donc à voir après. Donc là, on montre... Alors oui, une petite précision avant. Donc, toute la rencontre était basée sur le fait que je leur ai demandé de m'envoyer des images. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont envoyé des images. Donc j'ai pris certaines images et puis j'ai aussi, de mon côté, pris quelques autres images pour qu'on puisse parler. Voilà. Donc là, dans cette exposition, il y a un parti pris qui est assez fort, qui est de montrer un petit peu le travail de préparation, donc notamment un carnet de croquis que tu as fait dans le but de faire ce livre, là, Nos vacances. Et ce qu'on constate en voyant le carnet de croquis, c'est que tout ce que tu peux pondre, tout ce que tu fais dans ce carnet de croquis, les prises de notes, les dessins, tout tend vers un résultat que tu projettes, quoi. À aucun moment donné, tu te laisses aller, tout tend vers un seul but, ce livre. Est-ce que tu peux commenter tout ce travail, en fait, parce qu'il y a tout un travail très très mental en fait qui préfigure le livre. Et la maturation d'un livre comme ça, c'est quelque chose enfin, pour toi, j'ai l'impression quelque chose de très mental. C'est très mental parce que je suis obligé de me fixer des règles et avant même de me les fixer, de les comprendre. Et donc il faut faire un travail d'écriture auparavant pour savoir quelles règles je vais utiliser pour ce livre-là. Et tant que je ne les comprends pas, eh ben je tourne autour et donc je prends ces espèces de notes qui sont une sorte de questionnement en fait sur ce que j'ai l'intention de faire parce que je ne sais pas ce que j'ai l'intention de faire. J'ai une idée vague et c'est comment je vais la réaliser en fait. Ce sont des notes de réalisation, mais très très en amont, avant même de dessiner, j'ai vraiment besoin de me concentrer pour aboutir en fait.
Mais est-ce qu'il y a l'idée de concentrer toute cette pensée dans un seul carnet, un seul objet? Non, des carnets, il y en a. En fait, il y en a encore plus que ça. Enfin, toute cette production est un peu désastreuse à ce niveau-là. Ça, c'est des exemples hein, voilà, des notes que tu prends. Tellement de notes. En fait, ce n'est que du questionnement. Au bout d'un moment, ça finit par se préciser, heureusement. Et donc, pour aboutir à quelque chose qui ressemble à un chemin de fer, à un storyboard ou des choses comme ça. Mais avant tout, c'est d'essayer de saisir ce que j'ai l'intention de faire. C'est ça, quoi. D'accord. Donc, on peut montrer des dessins de recherche donc, de Paul Cox. Voilà, donc ça, c'est des croquis que tu réalises d'après nature. Oui, ça c'est un petit morceau d'un travail assez particulier qui est un travail quotidien en fait, que je montre rarement, sauf en t'envoyant ces fichiers. C'est une sorte de gymnastique quotidienne de dessin d'observation ou de peinture d'observation qui peut prendre la forme de... Parfois, quand je suis à la campagne, ce sont des paysages, mais c'est aussi beaucoup de portraits. Et pour moi, c'est le fondement de mon travail, en fait. C'est-à-dire que c'est un travail désintéressé, je ne le fais pas en vue de quelque chose. Je me mets en vacances, en fait, pour le faire. Et j'ai le sentiment que... En fait, c'est dans ces petites études que je trouve tout, c'est-à-dire que aussi bien des idées d'harmonie de couleurs ou de forme ou des rythmes de touche ou d'écriture viennent de là. Pas immédiatement, mais au bout d'un moment, ça se retrouve dans les autres travaux, même s'ils sont très éloignés formellement de ces études quotidiennes. Est-ce qu'il y a une notion de plaisir dans cette recherche? C'est fondamental, oui. En fait, c'est une activité rituelle que je fais toujours à la même heure. En général, ça dure 1 heure, parfois un peu plus quand j'ai le luxe d'avoir plus de temps. Mais je le fais en général en fin d'après-midi. Et c'est un moment que j'attends avec impatience dès le matin. Donc, c'est un moment de plaisir. En quoi la notion de plaisir, c'est un ingrédient intéressant pour produire des images différentes ou plus intéressantes? Égoïstement, il vaut mieux que ça soit plaisant, ça c'est une chose évidente. Mais après, je pense qu'il y a une contagion, c'est-à-dire que l'image faite avec plaisir, probablement... Fait plaisir? Oui, enfin j'en sais rien, mais je pense... Oui, non, je ne sais pas très bien que répondre à ta question. Mais Et toi, Blex, la notion de plaisir, est-ce que ça intervient dans ta préparation, dans les carnets qu'on a vus là? Il y a une stimulation intellectuelle? Oui. Et c'est vrai qu'il peut y avoir... en même temps, je me torture pas mal, donc c'est presque un plaisir masochiste, en fait. Mais je trouve ce moment où j'écris, cette concentration que je dois avoir, effectivement, à quelque chose de plaisant. Même si le travail de recherche et d'écriture, c'est incontestable pour moi quelque chose d'extrêmement plaisant, et j'aime cette relation en fait à la prise de notes écrites. Et par contre, j'éprouve beaucoup moins de plaisir à dessiner. Je n'ai pas du tout le même rapport au dessin que Paul Cox. Parce que pour moi, le dessin, c'est l'étape obligé pour produire l'image, parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est d'obtenir une image. Et alors c'est très bizarre parce que je dessine, mes images sont dessinées, je ne fais pas de photographie, je suis extrêmement mauvais photographe, comme tu sais. On va en voir quelques exemples. Mais le dessin me procure effectivement très peu de plaisir. C'est vraiment une énorme contrainte pour moi. D'accord. Bon, on va parler justement du livre, puisque je vous ai demandé de m'envoyer des images en rapport avec le livre pour enfants. Et toi, justement, tu m'as envoyé des images de ce livre, qui est donc un livre allemand, oui. Que tu as trouvé. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ce livre, et en particulier un livre photographique? Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est la magie des images.
En fait, c'est cette apparition des images que j'essaie de recréer par le dessin. J'essaie que le dessin me redonne ce plaisir de l'image. Et tout le travail obligatoire de dessin est en vue d'obtenir cette magie. Et je trouve, dans ce livre-là en particulier, que cette espèce d'apparition des images, pour moi, ça fonctionne pleinement. C'est l'effet que je recherche, en fait. C'est ce que je veux obtenir pour mon plaisir égoïste à moi. C'est ce côté de me dire, je viens de faire une image, et une fois que j'ai passé de nombreuses heures à l'avoir dessinée, avoir la sensation qu'elle ait pu apparaître comme ça. Comme si j'étais moi-même le lecteur et le découvreur de cette image. C'est vraiment ce plaisir-là que je cherche, par des moyens très compliqués, c'est vrai. Il y a l'idée de créer un monde un peu, l'illusion d'un monde. Une image d'un monde. Ah bon, il faut que je développe. Non, pas forcément, pas forcément. Je montrais je voulais continuer à montrer les images du bouquin. Voilà, et donc Paul Cox, alors il m'avait pas du tout envoyé cette image pour parler du livre jeunesse, mais j'aurais envie de montrer ce livre que j'aime bien. Donc j'ai l'impression que dans ce livre, il y a une sorte de jeu un petit peu avec les codes du livre jeunesse, que tu t'es amusé à détourner le livre jeunesse et à faire autrement, faire comme il fallait pas, pour amuser les enfants peut-être. Oui, au départ, en fait, c'est une réponse à une commande. Jusque-là, j'avais fait déjà des livres pour les enfants, mais sans destination particulière, d'âge en particulier. Et là, c'était une réponse à une commande de la ville de Nanterre qui offrait ce livre, me semble-t-il, aux maternelles. En fait. Et donc, il y avait un cahier des charges qui voulait que je m'adresse à des très très jeunes lecteurs. Donc j'ai eu l'idée de faire simplement un imagier. C'est très simple. En fait, c'est un inventaire d'objets qu'apportent des nains à Blanche-Neige. Mais après, surtout, ça, c'était la réponse à la commande. Mais c'était un plaisir, un petit plaisir égoïste, une vieille envie que j'avais de réaliser un livre qui soit aussi beau. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, mais qui soit aussi beau que les macules à l'imprimerie, parce que j'ai toujours trouvé que les macules, c'est les feuilles qu'on passe dans les machines avant le calage, qui reçoivent des couches et des couches d'encre, et donc il y a des superpositions aléatoires qui, dans mon cas, sont souvent beaucoup plus belles que le livre fini. Donc je me suis dit, il faudrait trouver un moyen de jouer avec ce hasard. Et mais évidemment, c'est très difficile de faire ça en imprimerie. C'est très difficile de jouer en imprimerie parce que c'est trop cher, en fait. On ne peut pas demander à l'imprimeur de bloquer quelques jours pour expérimenter. Donc, j'ai fait un long détour. L'explication est un peu longue, mais je vais la donner quand même. C'est que, en fait, j'ai un ami lithographe qui m'avait proposé de se mêler à cette expérience. Et comme vous savez, la lithographie est une technique voisine. Enfin, c'est la grand-mère de l'offset. Et donc, on a en fait ce jeu d'expérimentation, on l'a fait en litho, c'est-à-dire que j'ai préparé un livre sage où les fraises étaient rouges, les cornichons verts, etc. Mais sauf qu'après, on a imprimé le livre en permutant systématiquement et aléatoirement les plaques avec différentes encres. Et donc, on a obtenu un très grand nombre d'épreuves différentes, parmi lesquelles on a choisi celles que je trouvais les plus belles et les plus inattendues pour les reproduire ensuite avec les mêmes encres et les mêmes plaques chez l'imprimeur en offset. Voilà. Ce que tu dis en somme, c'est que c'est pas toi qui a colorié la fraise en vert. Voilà. C'est l'imprimeur par le hasard des combinaisons. Quoi. Ouais. Mais tu as créé le contexte de cette combinaison. J'ai créé la combinatoire. La combinatoire. Oui, il y avait une règle du jeu justement assez précise pour éviter qu'il n'y ait des doublons infinis, parce que ça aurait été le risque en fait. Donc on avait fait des partitions très méthodiques, un peu fastidieuses pour favoriser le hasard. D'accord. Donc une autre image donc, qui a été envoyée donc, par Blexbolex, voilà, donc image de Pascal Dury. Donc là, on est vraiment dans la culture de l'underground et notamment dans la planche de BD, mais la planche de BD complètement explosée. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette recherche sur la narration, le graphisme ? Là, en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'explosion dans cette page.
Et moi, ce qui m'intéresse sur le médium livre, parce que je fais pratiquement que ça, je fais très peu d'expositions, de choses comme ça, en fait, c'est cette espèce d'utilisation de l'espace et la surprise qui se crée quand on ouvre en fait, cet objet. Pardon. C'est la surprise qui se crée à chaque fois quand on ouvre la double page. Voilà, c'est ça. Et en fait, on ouvre sans arrêt une boîte en fait, dans un livre. Et là, par exemple, dans ce livre-là, qui est quand même très barré, il y a des pages qui sont beaucoup plus rangées, des pages qui sont beaucoup plus sages, qui sont de l'ordre de la collection pratiquement. Et puis, une page s'ouvre et c'est une explosion graphique. Et bon, celle-là est magnifiquement réalisée, avec en plus des éléments qui partent à la coupe, bien qu'il y ait quand même une marge blanche. Et ça, c'est le type d'excitation ou de rapport que je cherche. Et bien que Pascal Doury, qui est l'artiste ici, ne figure pas parmi mes influences, on va dire, c'est quand même un très très grand artiste de cette dynamique du livre et de cet espace du livre. Ça t'évoque quoi, toi, Paul, ce genre d'imagerie? C'est quelque chose que tu connais ou que tu connais pas? Qu'est-ce que ça te surprend? Oui, c'est très surprenant. J'avoue que j'ai aucune culture en fait de BD underground. Enfin, je connais vaguement Doury, mais pas beaucoup. Oui, ça me surprend, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, ça rejoint certaines imageries. Je sais pas, ça me fait un peu penser au côté complètement congestionné d'Hérault, par exemple, hein, des artistes comme ça. C'est très loin de mon esthétique, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à faire, en fait, de remplir une page avec plein de choses. Saturer l'espace comme ça. Saturer l'espace. J'ai parfois tenté, mais sans aucun succès. Donc je vais étudier Pascal Doury plus avant. Alors, on continue sur la bande dessinée, et donc ça, c'est un de tes choix à toi, Paul. Donc, il s'agit de Rodolphe Töpffer, hein, qui est artiste genevois, qui est un peu considéré comme l'inventeur de la bande dessinée. Donc, pourquoi ce choix Alors, je sais que c'est quelque chose que tu as découvert quand tu étais enfant, et c'est quelque chose qui continue à te fasciner. Et comment cette lecture ou ces dessins continuent à te fasciner des années après? Il y a plusieurs raisons. Enfin, d'abord, effectivement, c'est ce que j'ai lu. C'est un des rares livres que j'ai lu beaucoup quand j'étais enfant. J'ai l'impression que j'avais pas beaucoup C'était il y a longtemps. Enfin, je les lisais en néerlandais, qui est ma langue maternelle. C'est traduit en néerlandais, en vers. En plus, c'était assez curieux. Et après, enfin, en plus du plaisir, je trouvais ça c'est évidemment extrêmement drôle. Les dessins sont extrêmement beaux et j'aime la liberté du dessin. Aussi le fait que le dessin et le texte soient tracés du même outil, dans le même élan, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, que je pratique toujours en fait. L'absence de typo, mais le texte manuscrit, etc. Après, je l'ai étudié quand j'ai atteint, non pas l'âge de raison, mais bien après. J'ai lu les textes de Töpffer, qui sont absolument passionnants, et où il explique une chose qui, pour moi, dans ma méthode, me touche beaucoup et qui me paraît fondamentale, c'est que, comme vous savez sans doute, en fait, Töpffer ne faisait pas de scénario, il ne faisait pas de plan. Et il exprime très bien, parce qu'il écrit très bien sur son propre travail, il écrit très bien qu'il se laisse entraîner par sa plume. Et d'une page à l'autre, en fait, le dessin et l'écriture amènent la suite de l'histoire. Donc c'est souvent des histoires à rebondissements un peu cycliques. Le meilleur exemple, c'est les aventures de Monsieur Vieuxbois, qui se suicide régulièrement parce qu'il n'arrive pas à attirer l'attention de la femme qui l'intéresse. Et le suicide rate, il change de linge et l'histoire reprend avec aussi peu de succès. Et puis on sent que brusquement Töpffer en a marre ou que le livre a atteint le nombre de pages requis. Et l'affaire se termine soudain bien et il épouse la jeune femme. Voilà, donc, mais tous ces livres sont un petit peu sur le même principe. Donc cette idée d'avancer au fil des pages sans plan, ça m'a tellement influencé que c'est quelque chose que j'ai tout de suite pratiqué dès mes premiers livres pour enfants. Et puis il y a une deuxième chose que Töpffer exprime très bien, c'est que en fait il dessine pour voir, si je puis dire. C'est-à-dire que, par exemple, s'il lui faut dessiner le visage d'un homme arrogant ou d'un benet, plutôt que de,
cherché volontairement cette expression, il remplit des pages de profils, c'est presque des dessins automatiques, en laissant aller sa plume, et ensuite, dans la profusion de profils qu'il a dessinés, il choisit celui qui lui semble correspondre à ce qu'il cherchait. C'est un peu la logique du casting, en fait. C'est la logique du casting, oui, Ouais. effectivement. Toi, Topher, c'est quelque chose qui te parle, cette imagerie d'une Non, certaine époque? je connais très peu. Effectivement, à un moment donné, quand je me suis intéressé à la narration, à la façon de conduire des images et une narration, j'ai lu effectivement certains des textes théoriques de Topfer, mais c'est très récent. Et en fait, j'ai pas du tout de connexion avec lui. J'ai jamais réellement lu ces histoires. Mais par contre, effectivement, ce que je vois ici, c'est cette mise en page absolument surprenante, la façon dont tout se réduit à un fil à la fin. C'est vraiment remarquable. Et le dessin est très beau. Après, Alors, on enchaîne donc avec un illustrateur tchèque qui s'appelle donc Jiří Šalamoun, que je sais que tu t'affectionnes particulièrement. oui. Et voilà, donc je vais montrer peut-être plusieurs images. Donc ça, c'est extrait d'un livre. Alors je sais pas, j'ai pas noté les références parce que je savais pas en fait. C'est le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. D'accord. Alors ça, c'est toi qui m'as envoyé ces images, c'est toi qui Oui. les as prises en photo. Donc, Oui, ça se voit. ouais. Et alors pourquoi pourquoi tu voulais montrer ce livre et le travail de Jiří Šalamoun? Alors déjà parce que c'est un illustrateur donc j'admire beaucoup, et ce qui m'a plu dans ces pages-là, donc c'est vraiment le texte de Fenimore Cooper, et cette partie du livre, du texte, est très peu illustrée en fait. Ce sont des minuscules dessins, presque des cabochons, qui s'égrènent comme ça au long du texte. Et à la fin de ce livre, il y a une partie documentaire, et c'est cette partie documentaire qu'on voit là, donc. Ouais, qu'on voit. Et c'est cette partie documentaire qui rend le livre, je sais pas comment dire, fastueux. Quelque part, c'est ce développement de la jaquette qui se transforme en carte, tous ces éléments de cartographie, de collection d'objets, de collection de visages, d'uniformes d'époque, etc. Ça rend le livre, en fait, c'est du documentaire, mais ça devient très poétique. Et les images explosent comme ça en fin de récit. Et ça, c'est très surprenant aussi dans cet espace de livre. D'accord, c'est très documentaire. En même temps, c'est un dessin qui peut être assez libre. On le voit là, par exemple, quand il y a ce soldat Oui. qui est représenté ou qui finit pas, et à côté, on voit des. Alors, je sais pas ce que Ce ça sont des représente. barilets. Ouais, on dirait des barillets, voilà. Oui. Et donc, il y a un côté dessin scientifique, technique, Oui. qui j'imagine qu'il a dû faire lui-même. Oui, oui. Et à côté, il y a un trait totalement spontané, un dessin pas fini avec un peu de couleur. C'est Oui. ces différents niveaux aussi de représentation, ces différentes qualités de traits aussi Oui. qui t'intéressent. Oui, et bon, ça m'intéresse. Oui, les contrastes de forme, de traitement, ça m'intéresse aussi d'un point de vue dynamique et narratif, parce que le dynamique, c'est pas forcément narratif, mais ça joue un rôle très fort dans la narration. Et là, bien que ça ne soit pas narratif, l'espèce de tension dans l'espace de la double page me plaît particulièrement. Après, ce genre d'invention, en fait, font que Jiří Šalamoun est un très grand illustrateur. Donc ça aussi, quelque part, là, c'est un plaisir égoïste aussi, c'est de pouvoir vous montrer ça. C'est une bonne Je me fais idée. plaisir en ce moment. Voilà. Donc, alors, on va rester. Alors, ah oui, j'ai encore une image que je n'avais pas montrée. Voilà, donc on est toujours dans le côté extrêmement documentaire, Oui. mais Avec toujours avec un trait assez jeté, quoi. Oui, et ce qui est fou, c'est que c'est très précis. Il y a des éléments de balistique. Expliquer aux enfants, c'est assez curieux, mais c'est très, très, très précis. C'est ça qui est étonnant. Donc, alors, je disais qu'on allait rester en Tchéquie, et je voulais montrer ce travail par rapport à Paul Cox, parce que je sais qu'il s'intéresse c'est Karel Zeman, donc c'est un cinéaste qui a fait pas mal des films qui mélangent un peu l'animation, le dessin
et les prises de vue réelles. Et je sais que justement, lui aussi, il travaille beaucoup sur le mélange entre le dessin sur scène et notamment les acteurs donc, ou les danseurs, donc des figures humaines, des vrais gens, mélangés avec du dessin et du trait. Et je voulais que tu parles de ça, de ce mélange. Comment toi, c'était intéressant de voir ces images, je trouvais aussi. Lui, il est parti de gravures de livres de Jules Verne pour faire ce travail, et il a incorporé des acteurs dedans. Et je voulais que tu parles comme ça de ce mélange entre le trait et les acteurs, ces différents niveaux. Pourquoi ça t'intéresse et qu'est-ce que tu en fais en fait de ce mélange de dessin et des gens en fait, de l'humain en fait. En fait, sa source, ça, je l'ai découvert très récemment chez Fodokino. J'ai vu des films qui sont formidables, mais je ne le connaissais pas avant. Tu fais référence, je pense, à mes travaux de décor, en fait, scénographie. Tout à fait, oui. Qui utilisent effectivement souvent des choses très graphiques. Je vais en montrer un, notamment. Oui. Alors, c'est pas éloigné de ce qu'on vient de voir, mais c'est en même temps très différent. Mais il y a un voisinage, on va dire. Ça trouve sa source dans plusieurs choses, mais la principale, et qui est un peu d'actualité, puisqu'il y a l'exposition de Hockney vient de se terminer, c'est que j'ai toujours adoré en fait le décor de Hockney pour le Rake's Progress, qui à mon avis est un des très très beaux décors, enfin de l'histoire de la scénographie, où il utilise, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le décor, il s'est inspiré de gravures de Hogarth, et il a traité tout le décor et tous les costumes avec un vocabulaire de hachures, comme dans les gravures de Hogarth. En fait, c'est en regardant les décors de David Hockney que j'ai pensé à Karel Zeman. Ah, c'est drôle. Voilà. C'est drôle. Et donc, effectivement, je me suis souvenu de Hockney pour ce décor-là, mais il y a d'autres exemples. Enfin, j'ai eu fait d'autres décors où le traitement est très différent, éloigné de cet exemple-là, mais où je traite quand même souvent la scène comme une page, avec volontiers, comme ici, un environnement blanc, qui est, entre parenthèses, un cauchemar pour les éclairagistes, mais qui me permet de considérer la boîte scénique comme une page. Et ensuite, je privilégie souvent, parce que la difficulté du coup effectivement c'est d'introduire des corps avec des matières, enfin des tissus dans ces décors qui souvent sont plutôt plats. Et donc au fil des ans, je ne sais pas si je le maîtrise, mais j'essaie quand même de choisir toujours des costumes très simplifiés, sans détails, sans couture, sans poche, etc. Quand il s'agit de... Enfin, là, il n'y a pas de poche, c'est des choses très simples, et de privilégier des tissus mat, en fait. Et ensuite, de travailler avec l'éclairagiste à des éclairages très plats, afin qu'il y ait une sorte d'ambiguïté vraiment entre la profondeur de la scène et l'image plate. Et du reste, en fait, il s'agit... je n'ai jamais travaillé, enfin, pas presque toujours travaillé dans des scènes à l'italienne qui, au fond, sont, à mon sens, beaucoup plus une image plate, puisqu'on est face à quelque chose de frontal, on ne bouge pas, qu'un espace profond, en fait. C'est plutôt, pour moi, de la peinture ou de l'illustration qu'un espace. D'accord. Et là, je pense que tu as demandé à l'éclairagiste, effectivement, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'ombre, c'est assez étonnant. Oui. Pardon. Oui, c'était très difficile pour lui parce qu'en fait, la difficulté, c'est que, si vous voulez, j'ai joué sur les plans successifs, c'est-à-dire que la première frise en haut, on a l'impression, enfin peut-être que les quadrillages du premier plan sont un premier plan, mais en fait, c'est peint sur le premier plan. Donc, mon idée était de faire quelque chose d'un peu illisible entre la profondeur et la platitude. Et donc, en effet, ça ne marchait que si on arrivait à éclairer très régulièrement en douche, en fait, les différents plans. L'éclairagiste était adorable. Tant mieux, tant mieux. Alors, donc voilà, là il s'agit d'un livre de Paul Cox sur la couleur. Donc je sais, on en a parlé ensemble avec Blex. Donc tu sais que tu connais ce travail, et est-ce que tu peux toi le commenter? Non. 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 En quoi il t'intéresse? C'est l'humour incroyable de parler de la couleur avec du trait noir et blanc. Je trouvais ça extraordinaire. Après, non, certainement pas. Bon, on laisse Paul Cox donc commenter ce travail. Au départ, c'est pas du tout. En fait,
C'était pour embêter un éditeur qui est un éditeur que j'aime beaucoup, mais c'est pour ça que je le taquine. Mais il publie des choses en noir et blanc. Et j'ai toujours soupçonné... J'espère qu'il n'est pas dans la salle, oui. C'est moi qui l'ai dit. Hein. Et donc, je me suis dit, comment faire le pire, le truc le plus excessif en noir et blanc. Donc, j'ai fait ce petit livre. Voilà, qui après, il n'y a rien inventé, en fait. C'est que des citations d'Itten et d'Albers. Alors, ce qui est assez drôle, là où j'étais content, peut-être il y a une image suivante, je ne sais pas, où... Voilà, ce qui est assez drôle, c'est que quand l'éditeur a découvert le livre, en fait, il m'a dit, avec beaucoup de sincérité, il a dit que ça marche, le coup des contrastes successifs. Il a dit, ah, mais c'est formidable, ça fonctionne, ce qui est impossible, en fait. Donc, ma petite blague avait été... j'étais content de ma blague. Mais... après, plus sérieusement, dans mon idée, mais ça c'est souvent des réflexions qui viennent après coup, je me suis dit qu'il y avait un fondement, s'il fallait en parler sérieusement, c'est que par la plaisanterie, en fait, j'indique que probablement la couleur, c'est l'espèce de seuil où on n'arrive plus trop à expliquer les choses, en fait, et qu'on ne peut y répondre que par le silence ou par la blague. D'accord. Donc, une dernière image où on voit justement des reproductions de tableaux célèbres, de monochromes célèbres. Voilà. Je tiens à signaler que c'est très rigoureux parce que, évidemment, à droite, c'est à gauche. Bien sûr, on voit la rigueur sur Grunewald. Sur le Grunewald, ça va demander beaucoup de travail, en fait. C'est vrai. Oui. D'accord. Voilà, donc ça c'est un travail de couleur, sur la couleur, donc c'est du Lubok, donc c'est de l'imagerie populaire russe, donc assez ancienne, et je pense que Blex Bolex il connaît bien toute cette imagerie. Je voulais te faire réagir justement sur ces images, et notamment sur cette utilisation de la couleur qui est assez bizarre, assez intéressante. Oui, en fait, ce qui me plaît, là je tiens à préciser une chose, c'est que j'ai envoyé des photos tellement exécrables à Yacine qu'il a été obligé d'improviser, de trouver quelque chose d'équivalent. Mais en voyant tes trucs, j'ai pensé à ça, en fait, oui, et, oui. Et voilà, pourquoi pas. En fait, les images que j'avais trouvées, c'était des gravures chinoises qui ont à peu près le même système de mise en couleur. C'est-à-dire que sur un fond graphique qui est quand même très rigoureux, c'est cette espèce d'utilisation de la couleur pour des raisons que j'ignore, mais que je devine un peu, qui sont En fait, la couleur n'est conçue ici que pour rendre l'image un peu plus attractive. Et en fait, c'est une sorte d'enluminure par la couleur. Enfin, je ne sais pas comment trop décrire ça. J'ai pas. Donc, moi, c'est la brutalité, l'abstraction de la couleur dans cette image. Et elle fonctionne vraiment très bien comme les images chinoises que j'avais trouvées. Et ça rend quelque chose ouais, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. C'est extrêmement surprenant par la vivacité et comment dire, le laisser aller, quelque part, le laisser faire des choses, par ce pur plaisir, en fait, d'utiliser de la couleur, presque de manière, je ne sais pas, presque un peu absurde, en fait. Mais ça rend ces images d'une très grande joie et qui me touche beaucoup. Voilà, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Certaines sont extraordinairement réussies. C'est très. À chaque fois, je suis étonné par cette utilisation de la couleur. Toi, Paul Cox, tu connaissais cette imagerie ? Oui, très bien. En fait, ça fait partie de mes influences majeures, les Lubki et puis les Épinal anciennes. Enfin, je pense que moi, je vois là-dedans, enfin, particulièrement dans la toute première et puis dans l'horizontale, la deuxième. Ce qui est sidérant, je trouve, c'est que les taches de couleur, en fait, structurent complètement. Alors, il y a comme deux couches, c'est-à-dire il y a la construction graphique. L'image avec son sens, et puis ces taches de couleur qui sont sans sens. Enfin, pourquoi sont-elles roses, rouges, etc. On dirait un Guston, enfin, il y a quelque chose de complètement... C'est des événements plastiques, en fait, sans sens, et qui donnent une force incroyable à l'image. C'est sans équivalence, sinon, dans l'art populaire, ça qui est très étrange, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a totalement influencé, mais il y a longtemps, quand j'ai fait beaucoup d'illustrations,
j'ai vraiment presque copié ça, c'est-à-dire que je faisais des petites linogravures avec des couleurs mises au pochoir volontairement de façon maladroite. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné le CERN. En fait, c'est-à-dire que je me suis dit que ce qui m'intéressait, par exemple ici, ce que je trouve, ce qui saute aux yeux, c'est l'incroyable beauté, je trouve, de la composition des taches. Je trouve que cette image est totalement idéale, en fait. Et après, l'étape suivante, si j'avais été l'auteur de ça, ça aurait été de laisser tomber peut-être le sens de l'image, peut-être garder juste les valeurs sombres du noir et de composer une image abstraite avec ces taches. Mais ce qui est marrant, c'est que probablement ces taches auraient été inimaginables pour l'auteur sans le support, sans le prétexte de l'image. C'est probable que l'auteur de la gravure et la personne qui met la couleur n'est pas la même personne. Exactement. Et que la mise en couleur répond sans doute à une production un peu industrielle pour fournir une certaine demande d'image. Je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que même les mêmes gravures étaient réutilisées plusieurs fois pour plusieurs usages, et que peut-être même les mecs étaient déjà morts, qu'on exploitait encore leurs gravures. Donc, parce que je pense à une époque, c'était une vraie... pas industrie, mais ces images, elles étaient populaires, donc elles se vendaient par carton entier, donc il fallait fournir, donc on allait vite. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, il faut vraiment attendre Fernand Léger pour voir les premiers exemples de dissociation d'un plan coloré et d'un CERN, en fait. C'est lui l'inventeur, hors l'imagerie populaire, de ce vocabulaire. Il paraît. Voilà, alors... ça c'est toi qui me l'as envoyé. En fait, j'ai mis celle que tu m'as voilà. Donc. En fait, là, donc ce sont des affiches de propagande réalisées par. Donc c'est russe, c'est ça qui est important. C'est pour russe. Faire la connexion avec ce qu'il y avait avant. Et c'est Vladimir Mayakovsky qui produisait ces images. En fait, je pense donc en fait le format est très grand. C'est vraiment grand comme une affiche de cinéma. C'est des posters, voire plus grand. Et donc, en fait, les dessins sont très simples pour pouvoir être imprimés au pochoir. Je pense qu'elles sont produites à très peu d'exemplaires. Je pense qu'il faisait une esquisse et qu'il laissait réaliser. En fait, ce sont des Lubbock aussi, d'une certaine façon. Et c'est la version communiste du Lubbock, on va dire. Exactement. C'est la version moderniste du Lubbock. Et ce qui est amusant, c'est donc il y a un propos à tenir, c'est de la propagande, et ça implique des compréhensions immédiates de la narration aussi. Et j'aime beaucoup aussi comment il utilise la couleur pour à chaque fois réattirer le regard, concentrer les choses. Par exemple, sur la bande du milieu, le fait qu'il y ait une image blanche, donc concentre le propos, etc. Donc, mine de rien, je pense que ça devait être des choses également très vite fait pour des besoins immédiats. C'est moi qui suis idiot. Et en même temps, c'est extrêmement beau par la simplicité, les proportions. J'aime vraiment beaucoup ce travail. D'accord. En fait, je vous avais demandé d'envoyer des images sur les années 20-30. Alors, tu m'avais envoyé ça, c'est pas tout à fait... C'est années 20 ? Non, en fait, c'est antérieur, mais c'est... 1918, ah zut. Ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est vrai qu'on l'associe aux années 20. Et donc, en fait... c'est pas loin. Ouais. Toi, Paul Cox, donc, tu m'as envoyé cette image, donc... si je me... c'est une des images que tu m'as envoyées, c'est celle que j'ai choisie, en tout cas. Donc, est-ce que tu peux en parler ? Oui, j'avais pas de réponse précise sur les années 20-30 parce que c'est pas forcément une période qui m'a beaucoup apporté. Sinon, par l'après-cubisme, en fait, c'est une période qui est très riche de tas de choses très 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 différentes. Donc effectivement, j'avais choisi deux choses très différentes dans ce que je t'ai envoyé. Lui, qui est donc Stuart Davis, qui a cette très très belle, ce très beau développement du cubisme en fait, et en plus. Il est curieux parce que quelque part, c'est très ancien. Je pense que c'est... Ah oui, les dates, c'est ça. Donc, il annonce un peu le pop art, peut-être pas tellement là-dedans, mais il utilise la publicité, des marques, etc. C'est un peu la liaison entre le cubisme ici en France et l'illustration qu'il va y avoir dans les années 40 aux États-Unis. Il crée une sorte de liaison entre les deux, j'ai l'impression. C'est juste, oui.
certaines de ses peintures annoncent un peu Lester Beale, ou des graphistes de cette eau-là. Et puis d'autre part, après, il y a une dimension qui m'intéresse, c'est que c'était un type qui s'intéressait beaucoup à la musique, c'était un fou de jazz, et toute la dernière partie de son œuvre est très nourrie de jazz. Et donc, je pense qu'il avait, j'ai pas lu grand-chose sur lui, mais on sent que c'est une peinture qui est très... qui repose sur des concepts qui pourraient être des concepts musicaux, de rythme, de choses comme ça. Alors, donc ça c'est un livre que je pense pas mal de gens connaissent. C'est un livre de Paul Cox. Et je voulais te faire réagir par rapport à la logique de la trame en fait ou du pixel. Enfin, ça rappelle évidemment la mosaïque, le point de croix. Et bon, moi ça me fait penser au pixel. Et en quoi ce travail peut-être est rendu possible par l'informatique? Est-ce que l'outil informatique, c'est quelque chose qui t'intéresse et qui t'aide, par exemple, justement, dans un travail comme ça? Est-ce que tu es sensible justement au graphisme fait en pixels, ou peut-être aux images du Minitel, ou des choses comme ça, qui peuvent renvoyer à ça, ou c'est plus le point de croix? Si tu peux parler un petit peu de tout ça. Tu m'as envoyé notamment un gros plan. Voilà. Oui. Donc, ma première idée était de le faire au point de croix, à vrai dire, parce que je suis assez bon en point de croix. J'en ai fait énormément. J'en ai fait des kilomètres. Tu aurais dû en amener pour nous montrer. C'est vrai, pardon. Mais après, j'ai un peu rechigné devant l'ampleur de la tâche quand même. C'était un peu long. Et puis surtout, je n'avais pas envie de faire un livre qui soit des reproductions photographiques d'œuvres photographiées. Enfin, je préférais maîtriser la couleur avec une technique liée à l'ordinateur. La raison pour laquelle j'ai voulu utiliser ces modules, qui pour moi étaient ces sortes de pixels, c'était des sortes de molécules, c'est qu'en fait c'est un livre qui parle du temps, et donc il s'agissait, s'il y a bien une chose commune à tous, c'est le temps, et je voulais que tout en fait dans le livre concourt à évoquer des choses communes à tous, et donc ce vocabulaire de petits points qui offre un dénominateur commun entre les personnages, les objets, les végétaux, etc., me semblait, j'espère, approprié. Voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est un travail qui est effectivement totalement rendu possible par l'outil Photoshop. En fait. Et est-ce que l'outil Photoshop a changé quelque chose pour toi oui, concrètement, dans ta vie d'artiste? Beaucoup. En fait, comme j'ai commencé il y a quand même assez longtemps, j'ai beaucoup travaillé avant l'ordinateur. Donc j'ai pu apprécier à quel point, au fond, ça n'a pas changé grand-chose dans les méthodes, mais ça a changé beaucoup dans la vitesse et l'ampleur des expérimentations possibles, bien entendu. Notamment dans tout ce que j'ai pu faire en estampe, en impression, en sérigraphie, en lithographie, faire des simulations, des essais en Photoshop avant de tester en machine. C'est quelque chose de très, très riche, bien sûr, oui. Alors, une image donc, de Black Zulax, qui est une image pas forcément connue, qui n'a pas été imprimée, qui a été pensée pour une exposition donc, à la ferme du Bisson. C'est un travail sur la ferme des animaux, donc le célèbre roman de George Orwell, qui a été donc mis en espace. Et une image un peu inhabituelle, on va dire, pensée pour être vue dans le noir, je pense. C'est ça? Oui, c'était dans le cadre d'une scénographie. En fait, c'était une petite maison dans laquelle on pouvait circuler de manière circulaire. Et donc ça faisait une sorte de boucle, et la personne qui a scénarisé en fait cette exposition a utilisé la déambulation du public pour raconter l'histoire de George Orwell. D'accord. Et je voulais en profiter justement pour te demander, parce que moi ça me fait penser à une image, ça me fait penser à un écran, ça je ne sais pas pourquoi, mais justement ton rapport toi aussi par rapport à l'informatique, Photoshop et tout ça, les calques, la superposition, comment ça a pu changer ta pratique? Je sais que tu as toujours pensé l'image en couches successives, même quand tu faisais de la sérigraphie, mais le Photoshop, ça a démultiplié ton pouvoir, on va dire.
Eh bien, là, je suis tout à fait d'accord avec Paul Cox. Effectivement, ça permet de voir quasiment en direct. Parce que, effectivement, quand je faisais des estampes, moi, je travaillais plutôt en sérigraphie. Donc, je dessinais sur des films à la gouache. Quand, un peu plus tard, je photocopiais des choses pour les reporter sur des films, etc. Mais le résultat, avant de savoir, de connaître le résultat final, c'est extrêmement long. Donc il y avait aussi là une partie très calcul mental parce que là je me disais voilà je suis sur le film du jaune et donc il fallait que je prévoie mes espaces, etc., etc. J'enlevais et là je dis maintenant je suis sur le film du bleu, donc il faut que je reproduise la même forme ou équivalente à peu près pour produire la couleur verte par exemple. Mais tout ça c'était une sorte de projection qui ne pouvait se vérifier qu'à l'impression. Donc le temps qui s'est écoulé entre l'idée qu'on avait des choses et la vérification et la réalisation de cette chose était vraiment, finalement, ne permettait pas de faire beaucoup de choses sur ce même temps, on va dire. Alors que quand je travaille sur Photoshop, je suis... C'est la même logique, hein. Je suis sur la couche de jaune, donc là je vais travailler la forme jaune, sauf que je la vois. Et quand je me mets après sur la couche de rouge, je reproduis la même forme pour avoir ce orange, par exemple. Et je vois en direct et je vois si ça fonctionne immédiatement ou pas. Alors, est-ce que ça a changé des choses? Oui, certainement, je pense, parce qu'effectivement, la question de la vitesse est là. La question de se donner la possibilité d'essayer quelque chose d'autre, etc., etc., c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus immédiat. Après, mettre du hasard devient plus compliqué, du coup. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de piège avec le fait que l'ordinateur, il y a un nombre de choix infini, de possibilités infinies, et le fait qu'on puisse peut-être à un moment donné se perdre dans Ça existe toutes ces aussi. propositions? Ça existe aussi. Mais oui, ça peut arriver, mais généralement, ma patience a des limites. Et non, certains moments, j'ai envie de fermer les yeux, de faire une opération. C'est arrivé sur certains livres, hein. Ou alors de sélectionner plusieurs couches à la fois pour ne sélectionner qu'un type de pixels, par exemple, et de les coller de manière aléatoire sur une composition, ne serait-ce que pour mettre fin à cette impatience. Dire, ok, j'essaye ça. Ça marche ou pas? Et si ça marche, c'est drôle. Et ça c'est cette partie de hasard que j'essaie de remettre. Parce qu'il peut y avoir des hasards heureux aussi. Bien sûr, on et oublie de d'autres très mettre malheureux. une couche et tout d'un coup, quelque chose qu'on n'avait pas prévu apparaît. Donc on peut choisir de le garder ou pas. Exactement. Mais après, ça peut avoir des complications parce qu'il y a certaines images, je ne sais pas comment je les ai fait. C'est aller trop vite. C'est un moment que je ne contrôlais pas. Et je suis incapable de refaire cette image. Si on me demande, est-ce que tu pourrais faire quelque chose comme ça? Non. Et ça peut être aussi quelque chose d'assez... c'est quelque chose que je trouve très chouette. Parce que je sais que je suis incapable de refaire ça. Mais j'ai perdu le fil, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Ça, c'était une autre image de cette scénographie donc, à la ferme du Buisson, dans le cadre du festival Pulp. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, alors, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais vu ça. C'est pas moi. Ah bon? Non, c'est pas moi. Ah d'accord. J'ai pas mis de référence volontairement. Ah bon, d'accord. Non. Ok, bah, voilà, ça, il n'y avait c'est pas la pas moi. référence, donc Non, ok, non. c'est pas toi, donc. Non, c'est donc, Matt Mullican. Ok, j'étais un peu surpris aussi, mais je me suis dit que ça pouvait être toi, mais c'est pas toi, donc. Non, Voilà, c'est un artiste. Effectivement, il n'y avait pas de référence sur les images, donc Oui. je ne savais pas. C'est un artiste que j'admire beaucoup depuis longtemps et c'est un travail récent. Et cette partie de son travail m'intéresse parce que je cherche à développer en ce moment ma façon d'écrire, enfin notamment pour les affiches que je fais ici et là. Je suis à la recherche d'autres choses. Et donc lui a une façon récente d'écrire qui me semble extrêmement intéressante. Voilà. C'est le travail calligraphique en fait qui t'intéresse, Oui. plus que le travail typographique.
Écoute, je t'avouerai que la typo, je n'y connais vraiment pas grand-chose. J'aimerais l'apprendre, mais au fond, Quand tu dis que tu connais pas la typo, ça veut dire que tu sais pas fabriquer une typo, ou que la typo, ta culture de la typographie est assez indigente. Oui. Ouais. Enfin, je connais un peu, mais disons que j'ai des camarades typographes devant lesquels je m'incline. Enfin, c'est quand même, c'est un art, c'est très savant. Enfin, oui, bien sûr. Très savant. Donc, et puis, pour mon usage personnel, en fait, je suis plus à la recherche d'une forme de manuscrit, mais différent de mon écriture courante que j'ai employée jusqu'ici pour accompagner mes affiches. Je m'intéresse beaucoup aussi à la calligraphie orientale. Enfin, ça, c'est un peu mon chantier à venir, en fait. Tu veux garder une certaine spontanéité, en fait, mais enrichir, en fait, avoir des nouvelles façons de tracer les lettres, des nouveaux gestes. Oui, c'est ça. Je suis à la recherche, pour les affiches en particulier, d'une plus grande liaison entre les formes, et les écritures. Et c'est pas si facile. J'ai un ami, Armen Limburg, qui est un graphiste, il m'a dit, mais il y a une chose très simple, il faut que tu considères le texte, c'est un dessin, c'est comme d'autres formes, c'est des formes du dessin. Il a tout à fait raison, mais c'est pas si facile, en fait. D'accord. Parce qu'il y a aussi l'idée que, du coup, si tu gères le texte et l'image, tu arrives peut-être à faire une composition plus harmonieuse, plus personnelle. Que si j'utilisais de la typo ? Oui, parce qu'il y a peut-être une réticence. Finalement, une typographie, c'est une image produite par quelqu'un. Et peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser une image produite par quelqu'un pour faire ces images. Oui, puis il y a mille autres choses. C'est-à-dire que disons que pour les titres, par exemple, pour les petits textes, c'est un peu différent, mais pour des grands titres, c'est très difficile, dans mon cas, d'utiliser souvent les contours lisses d'une typographie, je sais pas, un Futura ou je ne sais quoi, en conjonction avec mes formes plus rugueuses. Enfin, ça fonctionne pas, en fait. Donc, je suis à la recherche d'autres choses. C'est pour ça que pour l'instant, je manuscris, ou parfois, j'ai créé des typos au pochoir, des choses comme ça, mais c'est pas un travail que j'ai tellement poussé encore. D'accord, affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Oui. Ouais, il y a une autre image toujours de ce même. Donc comment il s'appelle, Matt Mulligan. Mullican, voilà. Bah, je connaissais pas. Hein. Honte à moi. Voilà. Effectivement, quand on regarde et qu'on se dit que c'est pas toi, on se dit oui, en fait, c'est pas toi. Non, mais bon, c'est. Et ça ressemble à Töpfer en même temps. Oui. Donc ça ressemble à Töpfer et effectivement. Donc, pour continuer à parler de la lettre, un travail de Blex, un livre édité en France par les Requins-Marteaux, où tu as fait donc un alphabet. Sur chaque lettre, sur chaque page, il y a une lettre. Donc, évidemment, il y a tout l'alphabet. Et il y a cette idée de composer l'image à partir de la structure de la lettre. Ça, c'était l'idée de départ. La lettre, c'est quelque chose d'assez solide. C'est une image que tout le monde connaît, qui a déjà une force évidente. Et de s'en servir pour créer une composition, en même temps, c'est une contrainte productive. Tu veux réagir ? Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de questions, mais... Non. Je sais pas. Non, là, toi, tu peux peut-être parler de la lettre aussi. Toi, tu vas peut-être plus utiliser la typographie. Non, je dois avouer aussi... vraiment, je suis très très inculte en typographie. Il m'a été, par exemple, la typo qui sert à faire le texte courant, ça c'est une typo que j'ai fait faire parce que je déteste les traits en bande dessinée. Et en fait, ce sont des espèces de petits tampons. Donc j'ai fait plusieurs tamponnages en fait de ces lettres pour que la personne qui était vraiment, elle, typographe, arrive à me créer une typographie qui puisse servir pour un lettrage de type bande dessinée. Après, l'histoire de ce livre, c'est plus simple que ça. Moi, tu avais une volonté, du coup, un peu pareil que Paul Cox, de ne pas utiliser du coup une typographie existante, de ne pas te servir dans le corpus des typos, parce qu'il y en a c'est infini, mais c'est comme un peu le même problème, ne pas utiliser une image qui a été pensée par quelqu'un d'autre, un système graphique qui a été pensé par quelqu'un d'autre. Oui, mais en même temps, comme je n'y connais vraiment pas grand-chose, en fait c'est plus, oui, c'est une histoire d'harmonie, en fait, de trouver quelque chose qui corresponde, qui puisse
aussi s'effacer ou se mettre au même niveau que le dessin. Donc en fait, c'est plus une histoire d'équilibre et c'est très difficile de trouver cet équilibre avec effectivement des typos informatiques qui sont quand même très coupés, très découpés. Je pense que si j'avais trouvé une typographie imprimée au plomb avec cette très légère diffusion, à la limite j'aurais pris ça. Mais là, le livre est composé entièrement sur ordinateur. Il fallait que je trouve une solution et j'ai trouvé celle-ci en fait. D'accord. Et tu peux revenir donc sur cette logique de composition autour de la lettre. C'est un peu presque comme une affiche aussi, il y a une logique comme ça. C'est vrai, mais c'est peut-être pas volontaire en fait. C'est simplement une des volontés de l'éditeur. C'est un éditeur allemand, il est malheureusement plus là. Mais c'est un éditeur. On peut dire c'est une collection qui s'appelle Die Tollen Hefte, qui était une superbe collection de livres allemands qui faisait travailler plein d'illustrateurs, notamment des Allemands, beaucoup d'Allemands. Oui. Malheureusement, qui n'est pas assez connu. Non. C'est vraiment une très belle collection avec une production. Si vous avez l'occasion de trouver ces livres en Allemagne, oui. Achetez-les parce qu'ils ne sont pas si faciles que ça à trouver. Non. Malheureusement. Ouais. Et donc en fait, c'est une des volontés de cet éditeur était de mettre un texte littéraire en rapport avec des illustrations des jeunes illustrateurs, ou jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. En fait, et on n'a pas réussi à tomber d'accord sur un texte. Et donc il m'a dit, mais prends simplement quelque chose qui est de l'ordre de la PCDR, fais quelque chose comme ça. Et je connaissais d'autres personnes qui avaient eu des problèmes. Effectivement, ce n'est pas traduisible en fait, cette espèce de rapport image. Et donc, ce qui m'a amené à prendre la décision de bâtir effectivement à la fois une image et une histoire à partir vraiment du corps des lettres. Et c'est pour ça que ça a ce côté un peu, je sais pas comment dire, voilà, elles sont toujours la structure de l'image. Donc je précise que c'est des doubles pages à chaque fois, oui. Ce qu'on voit. Donc après, il y a des choses un peu amusantes à inventer. Voilà, ce genre de choses. Oui, là, il y a un contraste évident entre la lettre, le U qui est tout fin, et le V qui va être très plein, plus gras, justement. Qui va prendre toute la place. Moi, c'est un travail qui m'a vraiment beaucoup amusé, mais après, je ne peux pas tellement le commenter, je sais pas. C'est pas grave, on enchaîne. Voilà. Donc, un travail de Matt Mullican, assez récent. Donc voilà, un travail de Paul Cox, des affiches, une série d'affiches pour un théâtre du Nord. Voilà, donc basé sur des formes géométriques. Tu peux parler de ce projet, comment tu as fonctionné avec toutes ces formes? Eh bien, c'est la toute première fois, pourtant ça fait des années que je fais des affiches pour des théâtres, c'est la toute première fois que j'utilise des formes qui n'ont aucun caractère ni symbolique, ni allusif, ni quoi que ce soit. En fait, j'ai rassemblé une collection de formes en fait, que j'ai peinte au pistolet industriel, c'est assez grand, et que j'ai ensuite distribué de façon totalement aléatoire aux différents spectacles, sans lire du tout les dossiers de presse. Enfin, évidemment, il y a quelques classiques dont je devinais l'atmosphère, si vous voulez, mais disons que la seule petite précaution que j'ai prise, c'est par exemple pour Richard III, devinant que c'était plutôt sombre, mettre quelque chose de plutôt sombre, juste l'expressivité des formes, respecter un tout petit peu l'atmosphère connue ou deviner des œuvres. L'idée étant, là je fais une petite parenthèse sur mon idée de ce qu'est une affiche de théâtre, en fait, la pertinence, si vous voulez, de l'image, parce que jusqu'alors j'ai toujours fait soit des illustrations assez littérales, soit des images allusives ou symboliques, mais la pertinence entre ces images et la teneur de l'ouvrage, en fait, pour moi, est totalement secondaire. Ce qui est prioritaire, en revanche, c'est que l'image attire l'attention et que l'affiche attire l'attention sur l'existence du théâtre plus que sur le contenu de la pièce, que de toute façon le passant ne connaît
pas pour la plupart du temps. Il y a une sorte de tradition dans l'affiche de théâtre de s'en foutre en gros des pièces. On pourrait dire ça de manière générale, c'est-à-dire que le théâtre communique sur son nom Oui. et en gros ne représente quasiment rarement. Enfin, il y a plein de théâtres qui représentent jamais les pièces dans leur Oui. dans leur affiche. Il n'y a pas forcément de connexion avec les pièces. Donc, quelque part, ça pourrait presque être une parodie de ce mode de pensée. Oui, j'avais pas conscience de ça, mais non, c'est pas parodique. En fait, c'était plutôt. C'est moi qui rajoute ce commentaire. Ouais, c'était plutôt enfin, dans mon cheminement d'affiches, petit à petit, d'essayer de faire des affiches qui claquent comme un drapeau. C'est-à-dire que bon, en tout cas, ce qui est Enfin, ce que je amusant- veux dire, c'est que tu t'es totalement débarrassé de la pièce, quoi. Tu t'as Oui. juste voulu produire des images. C'était un peu une expérience, en fait, un peu une expérience limite. Je ne sais pas si je la referai, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première année, depuis 20 ans que je fais des affiches, que des metteurs en scène et des auteurs m'ont complimenté sur la pertinence de mes visuels. Je te promets, c'est vrai. Par exemple... Comme Molière, par exemple. Non, enfin, celui-là, non, mais par exemple, j'ai 17 ans pour toujours, là. Ouais. L'auteur metteur en scène m'a chaudement félicité pour avoir interprété son sujet avec beaucoup de justesse, alors que je ne le connaissais pas. Ce qui veut dire que le vieux coup de la projection sur des images ouvertes est bien réel. C'est un peu le test de Rorschach. C'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, alors une image de Blex Bolex qui reprend un peu le même genre de répertoire de forme. Donc ça s'est tiré d'un livre, ah oui j'ai oublié de le marquer, tiens, qui était un livre pour enfants édité chez Thierry Magnier, Bim de la jungle, c'est ça le nom du livre ? C'est ça. C'est ça, ouais. Et donc c'est marrant parce que c'est un livre qui, au départ on voit le personnage, puis on voit une image de la forêt avec toutes ses formes, et tout le livre va être une sorte de déclinaison de ces formes mis un peu dans tous les sens, comme s'il y avait une sorte de vocabulaire de forme et que tu le mettais tu le chamboulais, tu le mettais un petit peu dans tous les sens. Oui. Parce qu'il y a l'idée d'avoir un vocabulaire de forme assez simple et de l'épuiser. Oui, bon, là, il faut quand même bien dire que les formes sont très maticiennes. Après, non, enfin oui, enfin je sais plus. Ce qui m'intéressait en fait dans ce livre, c'était encore une fois, c'est plus la narration, et d'utiliser en fait ces deux vocabulaires de forme, qui sont celle du personnage et celle du décor qui l'entoure, pour évoquer quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le personnage n'arrête pas de perdre ses affaires, Ces vêtements, ouais. et donc de les remplacer par ce qu'il trouve dans son environnement, au point de ne plus du tout être lui-même. C'est-à-dire qu'à la fin, il est totalement dispersé. Et en fait, après, c'est remettre les formes donc, qui constituent le personnage dans celle qui constituait celle du décor. En fait, les deux ont fini par fusionner. C'est ça qui m'intéressait en fait dans c'est un tout petit livre. D'accord, mais il y a quand même une sorte de recherche formelle sur un petit peu la simplicité de la forme. Et, oui, là c'est un moment où c'est ce que je cherche. C'est un moment où je cherche vraiment à faire ça, à la fois à ne plus faire ce que je faisais auparavant, qui était réellement très très différent de ça, et en même temps de retrouver ce qui soutenait, ce qui était sous-bassement de ce que je faisais avant. Quand je faisais les mises en couleur, c'est un peu ce que disait Paul Cox tout à l'heure avec les look-books. En fait, j'essayais réellement d'éliminer la partie dessin presque, de retrouver ces formes-là, et avec ces masses, et de recomposer à la limite une image avec ces choses-là. Ouais. Dans ton dernier livre, justement, Nos vacances, il y a cette logique un petit peu de répétition de forme qui se répète d'une fois sur l'autre, du décor qui revient. La répétition, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'intéresse, que le fait qu'il y ait les mêmes images qui réapparaissent à des endroits différents pour créer une structure rythmique dans le livre. Oui. Et oui. D'accord. Non, c'était juste pour faire un parallèle, pour dire que c'était peut-être pas... C'est une idée qui est différente. Maintenant, c'est plus des formes aussi simples dans ton travail. Je trouve que les effets d'écho
de répétition et surtout comment dire, de répartition de ces échos dans une narration lui donne une autre dimension, d'une certaine façon, un autre mode de profondeur. Et c'est pour ça que j'aime bien répéter les formes et les redistribuer de la symétrie dans le récit. En fait, ça fait comme une sorte de chambre d'écho. C'est la logique de variation. Oui, de variation, mais aussi comment dire, d'effets de miroir à l'intérieur, le fait que les choses se dupliquent et comment dire, se font vis-à-vis, se répètent. Je trouve que c'est un élément important, mais qui est presque un élément abstrait de la narration, mais qui reste encore de la narration. Mais c'est difficile à expliquer. Il faudrait que je réfléchisse encore un peu plus. Je vais refaire un carnet de notes. D'accord. Pour un prochain livre. Toi, Paul Cox, l'écho de la forme, c'est quelque chose il parle de ça, donc je sais pas, je rebondis. Est-ce que ça te parle, cette idée de l'écho de la forme ? Oui, énormément. Je comprends ça tout à fait. Enfin, je l'ai plus expérimenté à l'échelle d'une image ou d'un tableau. Mais je comprends très bien ce que tu dis sur la séquence de plusieurs pages. Pour moi, c'est très lié à des choses musicales. Enfin, j'utilise beaucoup des notions musicales, parce que j'ai un peu un passé musical. Enfin, je suis assez familier avec ça, et donc j'aime beaucoup les notions justement de répétition, enfin, des choses qu'on trouve dans la fugue, la répétition d'un motif sous la même forme, dilaté, ralenti, inversé, mise en miroir, etc. Évidemment, dans le monde de l'image, c'est des techniques très, très, très utilisées, mais qui sont très, très, très utiles pour la construction de l'image, et qui probablement donne un sentiment d'harmonie, mais aussi un plaisir de sentir un ordre, même si on ne le perçoit pas très clairement. L'exemple que j'aime, enfin que j'ai souvent observé, peut-être l'avez-vous observé aussi, mais dans les paysages classiques, il y avait un truc, qui était, je pense, vraiment un truc d'atelier, mais quand on l'observe, ça saute aux yeux. C'est l'utilisation des répétitions inversées ou dilatées, etc., dans la forme des arbres et des nuages. C'est-à-dire que très souvent, l'arbre repoussoir, comme on dit, qui figure au premier plan, ou deux arbres repoussoirs à gauche et à droite, ont une forme de frondaison qui se retrouve répétée dans les nuages. Et si vous faites attention à ça, en fait, c'est très sidérant. Chez Poussin, il y a plein d'exemples. Et Poussin inverse très souvent la forme du nuage. Et évidemment, l'arbre et le nuage permet de dessiner des formes qui se ressemblent. Et puis, on dessine ce qu'on veut. Enfin, ça n'a pas besoin d'être... c'est pas très ressemblant. On peut donner n'importe quelle courbe, etc. Donc, oui, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Voilà, donc moi j'ai plus d'images, donc je pense que c'est la fin, voilà, tout simplement. Merci Paul Cox, merci Blex Bolex, voilà, merci à tous.